Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo de correction sur un exercice assez difficile que je vous avais demandé de faire, qui était finalement de réaliser 3 frises chronologiques parallèles les unes par rapport aux autres, permettant d'indiquer différents types d'événements concomitants, c'est-à-dire qui se seraient passés à la même période. Donc, la correction donne ça. La première frise, je vous l'avais déjà donnée, c'était peut-être la plus facile. C'était la frise où on faisait figurer finalement les principaux règnes de rois qui avaient été abordés pendant ce chapitre. Alors, néanmoins, il y a beaucoup d'informations qui sont dites dans cette frise. Déjà, on remarque là au-dessus qu'on en a profité pour faire figurer cette logique-là du cours, qui est un renforcement du pouvoir royal durant tout le XVIe siècle et jusqu'à la première moitié du XVIIe. Fin XVIIe siècle, l'absolutisme sous Louis XIV, et puis un absolutisme progressivement contesté sous Louis XV. Bon, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'était de distinguer finalement deux dynasties royales. La dynastie des Valois, qui s'achève avec Henri III, et une nouvelle famille royale, puisque Henri IV est vraiment un très lointain cousin d'Henri III, qui débute avec Henri IV, là, la dynastie des Bourbons. Et donc deux couleurs différentes. Et nous avons aussi distingué finalement les régences. Alors on garde la couleur des Bourbons parce que c'est toujours durant le règne des Bourbons. Vous savez la formule, le roi est mort, vive le roi. Donc finalement il y a une continuité dynastique dans les monarchies. Néanmoins, jusqu'à ses 13 ans, le souverain ne peut pas diriger le pays. Il y a donc régence. C'était le cas durant le début du règne de Louis XIII. Et vous voyez, finalement, la rupture, elle est nette à la mort de Henri IV. Et ensuite, du coup, là, on met que des pointillés, parce que finalement, Louis XIII était déjà roi, mais là, il peut véritablement ensuite exercer le pouvoir. Pareil pour l'enfance de Louis XIV, et pareil pour l'enfance de Louis XV. Et vous notez que sur Louis XIV, on avait précisé que comme il n'exerçait véritablement le pouvoir qu'à la mort de Mazarin en 1662 et qu'il débutait ainsi son règne personnel, eh bien j'ai pris soin d'indiquer là le règne personnel jusqu'à sa mort, jusqu'en 1662. Parce qu'avant, il est déjà majeur, il aurait pu régner, mais en fait, il ne s'est pas vraiment occupé du pouvoir durant cette période-là. Donc ça, c'est assez important de l'avoir tout en haut, parce que du coup, maintenant, tous ces événements-là que l'on voit, que ce soit les guerres ici ou les événements à l'intérieur du royaume, eh bien, on peut les rattacher à un règne. Par exemple, la révolte des Camisards, c'était à la fin du règne de Louis XIV. La guerre de succession d'Espagne, c'était à la fin de la guerre de Louis XIV et durant la régence de Louis XV. Vous voyez ce genre de choses, du coup, on le visualise très facilement. Donc, dans l'affirmation de l'État au sein du royaume, ce qui est selon moi le plus important pour ce chapitre, c'était les relations très complexes que la monarchie entretenait avec les protestants. Protestants qui s'opposaient aux catholiques dans une sorte de guerre civile qui débordait complètement la monarchie à l'époque des guerres de religion. Cette période-là s'achève avec l'édit de Nantes, qui est un édit de tolérance. Mais finalement, cet édit de Nantes dont on parle tant, certes, il est révoqué avec l'édit de Fontainebleau, là, sous Louis XIV, mais cet édit de Nantes n'empêche pas les protestants d'être régulièrement persécutés par le pouvoir, notamment là, à l'épisode des guerres de Louis XIII, où il assiège Montauban et La Rochelle. Donc en vert, nous avons mis tout ce qui touche au protestantisme, de même que dans la légende, en notant là en vert pomme la période des affrontements, en vert foncé la période de tolérance, en marron la persécution par le pouvoir et en bleu marine la période d'interdiction du protestantisme. Et puis deux autres dates assez importantes pour l'affirmation de l'État au sein du royaume, l'ordonnance de Villers-Cotterêts, où finalement François Ier renforce la centralisation du pouvoir et la place du coup du roi dans les affaires économiques et religieuses, et cette période de la Fronde durant la régence de Louis XIV, où les parlementaires et les nobles se révoltent contre le pouvoir royal. Donc ça, cette deuxième frise, c'est
l'affirmation de l'État à l'intérieur du royaume, de la monarchie, dans le royaume face aux seigneurs, face aux protestants, etc. Et la troisième frise, c'est l'affirmation de la France sur la scène internationale. Donc on a cette période de paix avec la paix de Cateau-Cambrésis, qui assure quand même au moins un bon demi-siècle de paix. Puis finalement, l'affrontement avec les Habsbourg reprend dès le règne de Henri IV, puis ensuite Louis XIII, avec notamment la guerre de 30 ans, les très nombreuses guerres ici de Louis XIV et les guerres de Louis XV. Alors j'ai distingué en bleu, c'est les guerres menées contre les Habsbourg, en rouge, les guerres menées contre les Anglais, et en noir, celles qui sont menées contre les Anglais et les Habsbourg. Et en vert sont soulignées les victoires, en vert pointillé les petites victoires qui ont beaucoup coûté et apporté peu de gains, en rouge les défaites, et en rouge très souligné les très grosses défaites. Voilà. Donc finalement, on remarque que le XVIIe siècle, c'est une époque plutôt de victoire militaire, et de victoire militaire surtout contre les Habsbourg, alors que le XVIIIe siècle, c'est plutôt une période de défaite, surtout des guerres soulignées en rouge, et de défaite face aux Anglais. Ce que j'ai du coup noté là dans ma légende. Donc, sur ces frises, évidemment, il ne faut pas étudier toutes ces guerres. Voilà, ce n'est pas l'objet du tout. L'objet, c'était d'utiliser finalement cet exercice comme un prétexte à faire des frises chronologiques beaucoup plus fournies, des frises chronologiques type lycée. Là, on est sur une méthodologie type bac. Si vous voulez voir, j'ai fait un tutoriel aussi pour apprendre à faire des frises chronologiques en 6e. Bon, il suffit de voir ces deux vidéos pour voir qu'une frise chronologique en collège et une frise chronologique en lycée, on n'attend pas exactement la même chose. Là, on y met énormément d'informations. Mais ça, c'est quand même, à mon avis, important, parce que c'est ce qui vous permettra, par exemple, l'année prochaine en français, eh bien, vous pourrez, du coup, combiner les frises chronologiques. Dans le sens où vous faites une frise chronologique ici avec les événements politiques, les régimes politiques ou les personnes qui sont au pouvoir, et puis en dessous, les auteurs. Et tiens, telle année, Molière a publié Le Malade imaginaire, etc., etc. Et de cette façon-là, vous pouvez faire quelque chose qui est très important, qui est de relier un auteur, un courant littéraire à un contexte politique. Et ça, les professeurs de français aiment beaucoup. Les professeurs de français aiment beaucoup que vous puissiez situer un auteur dans sa période, et les professeurs d'histoire aiment beaucoup que vous puissiez approfondir le cours en faisant des liens avec des auteurs dont vous avez entendu parler en français. Typiquement, là, on pourrait les rajouter, mais là, on pourrait mettre ici Racine, Molière, Corneille. Là, on pourrait mettre Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot. Et de cette façon-là, du coup, faire le lien entre les différentes matières. Donc voilà la correction de cette triple frise chronologique. Je répète, tout n'est pas effectivement à savoir. Néanmoins, il y a quand même des choses qui font partie des dates clés. Le règne personnel de Louis XIV, de 1662 à 1700... Ah ben j'ai un doute. 1715. Ah, je me suis trompé dans ma frise. Oh là 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 là. Oh la boulette. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Bon, donc j'ai choisi de garder ce moment. Vous voyez, j'aurais pu être un petit peu coquin, profiter de l'outil numérique pour le couper au montage. Mais je trouve que comme ça vous donne vraiment l'impression d'être en cours. Vous savez, le moment où le prof est un petit peu gêné parce qu'il réalise que depuis 20 minutes, il est en train de vous parler sur un truc où il y a une grosse erreur affichée au tableau. Et bien là, c'est le cas. C'est-à-dire que le Louis XIV, son règne personnel, c'est de 1662 à 1715. Donc ça va jusqu'ici. Et donc la Régence, elle débute en 1715 et elle va jusqu'en 1723, je crois. Et là. D'où le fait que la guerre de succession d'Espagne, c'était pas sous la Régence, mais c'était sous la fin de règne de Louis XIV. Aïe 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 aïe. Bon,
Et ben voilà, l'erreur est humaine. Non, et puis voilà, comme ça, si ça vous a fait un petit peu rire, euh, tant mieux. Sur ce, prenez soin de vous. Et mercredi, nous commençons un nouveau chapitre d'histoire où là, nous allons parler de l'affirmation de l'État chez nos amis britanniques. Voilà, que se passait-il de l'autre côté de la Manche? Eh bien, nous le saurons après-demain.